Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de ce journal, le second tour de la présidentielle au Niger, confirmé par la Cour constitutionnelle. Un second tour fixé au 21 février et qui opposera le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, à l'ancien président Mahaman Ousmane. Le Burkina Faso vient d'obtenir un financement de 38,5 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement. Un financement en faveur notamment de l'énergie solaire avec l'extension de la centrale de Zaktouli. Et le Kenya connaît une hausse de sa dette publique, un aggravement de la dette en raison des multiples emprunts contractés par le pays pour faire face à la pandémie de coronavirus. Mais tout d'abord, en Gambie, le président Adama Barrow a lancé officiellement son parti en vue de soutenir sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Le NPP, le Parti national des peuples, a été créé en décembre 2019. Pour rappel, en 2016, lors de son élection à la magistrature suprême, le président Adama Barrow était soutenu par une coalition de 7 partis de l'opposition. Il s'était alors engagé à quitter le pouvoir au bout de 3 ans et à organiser une nouvelle élection, mais il a depuis renoncé à cet engagement. Au Niger, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats provisoires du premier tour publiés par la commission électorale. Le second tour est donc validé. Il est fixé au 21 février avec un duel entre Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane. Joël Maribalo. Le 21 février 2021 se tiendra le second tour du scrutin présidentiel au Niger. Après proclamation des résultats définitifs du premier tour, le 29 janvier 2021 par la Cour constitutionnelle nigérienne, les électeurs vont faire valoir leur voix autour de 2 candidats. Il s'agit de Bazoum Mohamed, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Taraya, et son homologue du renouveau démocratique et républicain Tchandji, l'ancien président Mahaman Ousmane. Ces derniers accèdent au second tour de la présidentielle avec respectivement 39,30% et 16,98% de suffrages exprimés valables. Candidats arrivés en tête lors du premier tour sont Mohamed Bazoum avec 1 879 629 voix, soit 39,30%. Mahaman Ousmane avec 812 412 voix, soit 16,98%. Les élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020 au Niger ont connu la participation de 30 candidats en lice. Des candidats qui ont dû être départagés par 5 189 132 électeurs nigériens sur les quelques 7,4 millions inscrits sur les listes électorales, soit un taux de participation de 69,68%. La Cour reçoit la requête du président de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour déclare par conséquent Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane candidats au deuxième tour des élections présidentielles. Les dés sont jetés. Lancée depuis le 31 janvier, la campagne électorale pour le second tour prendra fin le 19 février 2021 à 23h GMT. Elle opposera Bazoum Mohamed, dauphin du président sortant, à Mahaman Ousmane, ancien président de la République du Niger. L'Organisation internationale de la francophonie a décidé de soutenir les femmes particulièrement impactées par la crise sanitaire. L'OIF entend mettre à profit son fonds de solidarité créé en 2020, intitulé La francophonie avec elle. Ce fonds est doté de 3 millions d'euros et devrait permettre de financer des projets dans l'espace francophone, notamment en Afrique. Victoria Sedji. Le Fonds de solidarité, la francophonie avec elle, parce que ce sont elles les premières victimes du Covid-19. C'est par ce projet d'un montant de près de 3 millions d'euros que l'Organisation internationale de la francophonie vient en appui aux filles et femmes francophones rendues vulnérables par la pandémie.
Un soutien qui devrait leur favoriser l'accès au développement économique, à l'éducation, à la santé, à la citoyenneté et à la formation. La francophonie avec elle financera à cet effet des actions de terrain dans l'espace francophone, notamment en Afrique, dans les Caraïbes et au Liban. C'est un fonds qui a d'abord été alimenté par l'OIF avec un investissement de départ qui est issu en fait de toutes les sommes qui ont été économisées parce qu'on a dû annuler des programmes ou ce qu'on n'a pas pu faire pendant la crise de la pandémie. On a essayé d'utiliser ces fonds-là. On a mis une somme, c'était à peu près 3 millions d'euros, qui a été aussi alimentée par les États. Certains États ont fait des dons assez conséquents la première année. La première phase de lancement a démarré vers la fin 2021. Des organisations non gouvernementales parmi les plus actives, sélectionnées après un appel à projet, sont déployées sur le terrain. Objectif, apporter un appui au maximum de filles et de femmes dans tout l'espace francophone. On a décidé aussi d'ouvrir ce fonds à toute personne qui veut contribuer. Donc on a une plateforme internet où même si vous le souhaitez, demain vous pouvez faire un don. On espère vraiment conscientiser les gens à cette problématique parce qu'en fait les femmes dans tout l'espace francophone, on s'est rendu compte que les femmes ont été les premières victimes. Souvent les femmes subsistent par des économies de proximité, des petits métiers mais qui finalement ont été les premiers à être affectés par la crise sanitaire et c'est à ça qu'on a voulu répondre. 59 projets répartis sur 20 pays ont été sélectionnés sur près de 1400 projets réceptionnés en ce qui concerne la première phase de lancement. La seconde phase est annoncée pour courant 2021. À noter que le comité de gestion du projet est composé d'experts techniques francophones. Et le Rwanda, encore une fois, premier de la classe. Le pays est celui qui a jusqu'ici le mieux géré la crise sanitaire. D'après un rapport du Lowy Institute, le Rwanda est leader sur le continent dans la gestion de la pandémie de Covid-19 et il occupe la 6e place au niveau mondial. Un résultat qui s'explique par la réactivité des autorités rwandaises qui ont imposé un confinement strict très tôt et qui ont testé massivement. Et les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, une crise sanitaire qui aggrave la dette des pays et notamment des plus vulnérables. Le Tchad, confronté également à la baisse des recettes pétrolières, est désormais endetté à hauteur de 25% du PIB. Le pays demande une restructuration de sa dette à travers le nouveau mécanisme mis en place par le G20. Nathalie Mo. Le Tchad cherche à alléger le fardeau de sa dette. Le pays a sollicité le cadre commun du G20 pour la restructuration de sa dette qui s'élève à 25% de son produit intérieur brut. Contraint par l'impact économique de la pandémie de Covid-19, le Tchad est le premier pays à recourir au programme de rééchelonnement de dette mis en place en novembre 2020. Cette démarche est présentée par des experts comme un test de performance pour le cadre commun du G20. Et le Tchad souhaite négocier avec le G20 pour une réduction de cette dette. Je pense que c'est une chose bénéfique pour le Tchad que de négocier la réduction de la dette parce que ça va leur permettre de pouvoir investir l'argent économisé ailleurs dans des investissements assez vitaux pour leur économie. Le Tchad a besoin de retrouver son équilibre budgétaire. Le pays a déjà clôturé des négociations pour un nouveau programme de financement à moyen terme d'une valeur d'environ 560 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Par ailleurs, je pense que le financement que souhaite obtenir le Tchad est une chose bénéfique pour le Tchad. Ça va leur permettre de mettre en place des investissements de base et un soutien à l'économie car on sait que le Covid malheureusement touche nos économies de plein fouet et ce prêt de la part des institutions va permettre au Tchad en tout cas d'investir dans des secteurs assez clés et assez porteurs. Dans un contexte économique fragilisé par la pandémie de Covid-19, le Tchad fait face à la crise de liquidité en raison d'une chute des recettes fiscales et à la baisse des recettes pétrolières. Selon la Banque mondiale, le Tchad pourrait avoir besoin d'une réduction profonde de la valeur actuelle nette de sa dette. L'institution de Bretton Woods appelle aussi les partenaires financiers du pays à travailler à maintenir son taux d'endettement à un niveau de viabilité acceptable.
Hausse de la dette également pour le Kenya, dont la dette publique s'est creusée de 11,8 milliards de dollars en 2020. Là encore, la pandémie de coronavirus est en cause. Le pays a multiplié les emprunts pour répondre aux effets de la crise sanitaire. Midra Diamou. La dette publique du Kenya a augmenté de 11,8 milliards de dollars en 2020. D'après un rapport de la Banque centrale publié le 29 janvier 2021, la dette de ce pays d'Afrique de l'Est est passée à 66,1 milliards de dollars contre 54,3 milliards de dollars en janvier 2020. La situation de Covid indique que chaque dirigeant politique se batte pour faire survivre son pays de deux points de vue, du point de vue sanitaire et du point de vue économique. Et puis, lorsque vous regardez la proportion des chiffres en termes d'endettement, ce n'est absolument rien de grave. Beaucoup de pays africains ont la capacité de s'en sortir et le Kenya a la capacité de s'en sortir. La résilience sanitaire et la résilience économique sont d'une importance capitale. Et aujourd'hui, tous les pays du monde sont endettés, y compris les États-Unis et beaucoup de pays européens que l'on peut considérer comme riches. Je ne vois pas pourquoi on devrait s'inquiéter d'un endettement qui croît un petit peu pour le Kenya. Cette situation s'explique par l'augmentation des emprunts pour répondre à la pandémie de Covid-19. La hausse de la dette publique du Kenya est également causée par divers projets d'investissement mis en œuvre par le pays pour contrer les effets de la pandémie. Ces projets incluent notamment la construction des routes et des chemins de fer. La seule sagesse qu'il faut avoir, c'est de s'assurer que l'argent de l'endettement n'est pas détourné et qu'il est utilisé à bon escient. Le reste, la solidarité intergénérationnelle permettra que le peuple kényan fasse la capacité nécessaire pour être en mesure de rembourser les engagements de l'État. L'urgence aujourd'hui, ce n'est pas de réduire l'endettement. L'urgence aujourd'hui, c'est de créer une plus grande économie capable de rembourser, mais pas aujourd'hui et demain par contre. Malgré un déficit budgétaire, la croissance du Kenya reste positive, témoignant d'une résilience liée à la diversification de l'économie. Après une décennie de croissance située autour de 6% et soutenue par des investissements publics massifs dans les infrastructures, le Kenya reste le seul pays de la communauté de l'Afrique de l'Est classé à revenu intermédiaire. Dans le reste de l'actualité, le projet d'extension de la centrale solaire de Zagtouli au Burkina Faso a obtenu l'appui de la Banque européenne d'investissement. L'institution a accordé un financement de 38,5 millions d'euros. Cette extension devrait permettre de porter la capacité de la centrale à 50 MW. Lorita Simbo. La Banque européenne d'investissement a annoncé qu'elle accompagnera financièrement l'extension de la première centrale solaire du Burkina Faso. L'institution financière vient d'allouer au pays un financement de 38,5 millions d'euros pour ce projet. La Banque européenne d'investissement est un partenaire essentiel du Burkina Faso depuis plus de 50 ans. Les nouveaux accords signés ce jour vont renforcer la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Ce projet de centrale solaire, dont le coût total est de 70,5 millions d'euros, porte sur l'extension de la centrale solaire des Zagtouli, dont la capacité passera de 37 MW actuelle à 50 MW. L'infrastructure a été achevée en 2017 par la Sonabel, la compagnie électrique nationale du Burkina Faso. On voit bien qu'en dépit de la situation sécuritaire difficile, les autorités burkinabées disposent des moyens d'agir avec la réalisation d'investissements stratégiques dans le secteur de l'énergie. Le financement de la BI qui vient à point nommé devrait permettre au Burkina de concrétiser le projet de cette centrale solaire qui a prouvé sa pertinence économique selon plusieurs études. Rappelons aussi que le pays connaît un ensoleillement permanent et le photovoltaïque connaît des baisses de coûts de production qui rendent le kilowattheure de plus en plus compétitif par rapport aux autres modes de production au niveau local. Donc une fois aboutie, cette centrale devrait permettre d'accroître l'offre électrique locale qui reste à titre de rappel l'une des plus faibles du continent, limiter les délestages causés aujourd'hui par le déficit énergétique, améliorer ainsi la qualité des services de la Sonabel et soutenir un développement économique et social durable. Notons que l'extension de la capacité solaire des Zagtouli permettra au Burkina Faso d'accroître sa puissance électrique installée et par la même occasion de réduire sa dépendance aux importations d'électricité depuis la Côte d'Ivoire.
Et en Somalie, au moins 5 civils ont été tués ce dimanche dans une attaque des Chebab contre un hôtel de Mogadiscio. 10 autres ont été blessés. Parmi les victimes se trouve le général Mohamed Nour Galal, un ancien haut responsable de l'armée. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste somalien dans un communiqué. Elle survient quelques jours avant les élections présidentielles et législatives prévues le 8 février. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.